Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, conte pour les bibliophiles. Par Octave Uzan. En épître dédicatoire. Ce m'est un plaisir. Je pourrais et devrais même dire un devoir, mon cher compagnon de plume et de crayon, d'inscrire votre nom sonore, ami de tous ceux qui aiment encore, en ce temps refroidi, la fantaisie et l'imagination agissantes, en tête de cet ouvrage dont vous êtes, sinon le père absolu, du moins le véritable metteur en scène et l'inépuisable illustrateur. Sans l'appui de votre admirable faculté de travailleur, réalisant prestement toute idée émise, avant même qu'elle ne se soit évaporée en rêve indécis, sans le concours de votre génie d'assimilation, apte à vibrer à tous les sons de cloche de la pensée, et sous l'impression de tous les paradoxes développés au cours d'une conversation littéraire, il est presque certain que ces divers contes pour les bibliophiles se seraient envolés en vaines paroles, dans la fumée des cigarettes dont les spirales bleuâtres semblent, parfois, soutenir et envoiler la vague chevauchée des projets enjôleurs qui nous hantent au passage. Ce fut il y a 5 ans, il vous en souvient, au cours de la 10e année d'existence de cette lourde revue Le Livre, dont vous étiez devenu sur le tard un précieux collaborateur, que nous échangeâmes, en 1 heure de répit, certains propos de bibliophilie amusante groupés en une incohérence voulue, nous plaisant à échafauder un recueil de contes de tous les temps et de tous les pays, dont les thèmes divers nous mettaient en chasse d'étrangeté, et nous étions là, sondant le passé, scrutant l'avenir, dressant déjà une table des chapitres, émerveillés nous-mêmes de notre ingéniosité, comme le sont très souvent 2 partenaires sympathiques, dont les cerveaux délibérés ou présomptueux se passionnent à l'unisson, s'excitent, s'emballent, et arrivent sans préméditation aucune à tisser le canevas précieux de quelqu'une de ces productions spontanées, qui seraient légères et séduisantes si la température intellectuelle du lendemain ne les assassinait pas en refroidissant le germe dans l'œuf. Je vous l'avoue, je n'y pensais plus guère, à ces mirifiques récits que nous avions élaborés de concert certaines après-dîner de printemps, en une journée soleillée. D'autres travaux m'avaient reconquis la pensée, et parmi les feuilles volantes de mon bureau, je regardais les notes fiévreusement crayonnées la veille, auprès de vous, avec cette pitié ironique et amère qui nous vient aux lèvres, lorsque nous jugeons de la folie démesurée de nos désirs créateurs, vis-à-vis des heures si brèves pour la réalisation d'œuvres dont déjà l'exécution nous absorbe, nous angoisse et nous tenaille par la crainte de ne les point pouvoir parachever selon nos désirs, dans la limite de temps assignée pour la mise sous presse. Mais vous, mon cher Robida le téméraire, vous le moissonneur et le meunier de l'idée, vous qui semblez comme Siva, ce dieu prodigieux de la triade hindoue, possédez plusieurs bras et diverses faces, le tout au service de votre imagination surprenante et de vos observations précises et satiriques, vous qui êtes lumineusement saint, et qui ignorez les états d'âme inquiets qui amnétisent la plupart des artistes contemporains, vous m'apportiez, 8 jours plus tard, votre premier conte illustré, L'héritage Sigismond, vous posiez par conséquent, la pierre angulaire de l'édifice, et moi, pauvre retardataire, entraîné par votre exemple, me sentant embarqué malgré mes protestations intimes par votre esprit d'aventure vers les contrées incertaines et touffues de cette œuvre nouvelle, je me prenais à ramer à vos côtés, bien irrégulièrement toutefois, vous contraignant à m'attendre des mois et des années, tandis que je tirais des bordées sous des vents contraires ou que je faisais escale à divers ports d'attache, revues, journaux et livres, avant de reprendre pour quelques instants ma place à vos côtés. Si nous abordons aujourd'hui heureusement à ce débarcadère définitif qu'un Anglais disciple moderne de Sterne nommerait le public Pierre de Publishing City, c'est à votre constance, à votre bienveillante amitié, à votre angélique patience que je le dois, car votre collaboration n'a pas connu d'obstacle, elle fut alerte, prodigue, accélérée, miséricordieuse. En effet, tandis que d'une allure de podagre, j'écrivais le bibliothécaire van der Boeken, de Rotterdam, les romantiques inconnus, la fin des livres, l'enfer du chevalier Kérani,
Histoire de momie et 2 ou 3 autres contes qui ne sont au demeurant que des souvenirs personnels narrés sur le mode égotique, des haïssables historiens du moi moderne. Vous terminiez le reste impétueusement avec une verve, un entrain, une modestie souriante, qui épaississait chaque jour davantage la cuirasse d'estime dont se revêt, avec tant de sincère conviction, ma batailleuse amitié pour vous. Et quel plaisant dessein que les vôtres, mon brave Robida, lorsque d'une plume ou d'un crayon mordant, qui se rue à l'assaut du papier virginal, vous pastichez à plaisir les Johannot, les Deveria, les Nanteuil, les Karl Vernet, les imagiers d'Épinal de l'Empire, les vignettistes allemands, ou les petits maîtres du dernier siècle. Vous déroutez positivement, dans ces fresques hors texte du livre, le public de demi-connaisseurs, c'est-à-dire le grand public, car votre science imperturbable de la manière d'autrui et d'autrefois surprend vos nombreux admirateurs, qui vous tiennent peut-être rigueur de votre extrême sagacité, comme on est déconcerté par un pince sans rire inquiétant. Vous l'aviez déjà troublé, ce bon public, par vos voyages fantaisistes et vos itinéraires sérieux, par vos romans à panache, par votre extravagant XXe siècle, par vos piquantes caricatures modernes, par tant de cordes vibrantes, que vous avez su mettre en harmonie sur votre lyre universel. Il est un peu en défiance vis-à-vis de vous, ce débonnaire public, car il n'apprécie et ne célèbre que les spécialistes, les hommes qui fournissent une note toujours répétée, les vendeurs d'un même cru, facile à étiqueter et cataloguer dans sa mémoire, les carillonneurs fidèles aux symphonies réitérées de leur métal hydrosyncratique. Les autres, les talents multiformes et impétueux, qui, comme vous, brisent les cadres et les moules qu'on leur assigne, et qui s'en vont, à leur fantaisie, errer sur le clavier des arts et des lettres, l'horripile dans ses notions d'ordre, de méthode et de classification. Avec vous, au moins, c'est toujours à recommencer. Vous dérangez les petits papiers de vos bibliographes. Vous êtes la couleuvre fugitive de votre propre dossier. Ici toutefois, mon excellent camarade, nous serons, je m'en réjouis, à 2 pour affronter ce public méthodique et fidèle à ses habitudes. Souhaitons qu'il nous accueille favorablement l'un portant l'autre. Mais, à son nez, à sa barbe, je tiens à vous dire de nouveau merci, et à vous donner l'accolade de gratitude selon les rites des anciens combattants dans les grands spectacles impériaux. Maintenant, cher ami, la main dans la main, pénétrons dans l'arène. Livrons-nous aux griffes des gens d'esprit, qui ne sont souvent que de simples bonnes bêtes, comme a dit Beaumarchais, mais n'oublions pas qu'il est plus difficile de les émouvoir ou de les exciter, que de les dompter. Au sortir de cette démonstration publique, remontons sur nos galères respectives et cinglons au large. Mais quelles que soient les rives lointaines où nous abordions par la suite, croyez, amis très chers, que je conserverai l'impérissable souvenir de cette croisière dans l'archipel, de la fantaisie que je viens si fraternellement d'accomplir à vos côtés. OU. Capitulo 1.1, Almanach des Muses, de 1789. Conte pour les bibliophiles. Un almanach des Muses, de 1789. Un roman marginal. Si l'on prétend que dans les longues rangées de bouquins alignés sur le parapet des quais, il n'y a plus rien à glaner, c'est bien à tort certainement, car voici le petit roman réel découvert le mois dernier, dans la boîte à 12 sous, parmi les brochures dépenaillées, les romans de concierge à couverture maculée, et les recueils solennels de harangues et discours des hommes politiques naguère célèbres, ayant valu jadis, les volumes et non les politiques, 7 jolis francs et 50 centimes. Almanach des Muses, 1789. C'était un pauvre petit volume broché de l'antique Almanach des Muses, qui n'avait rien de bien attirant, étant très peu frais, mais qui portait dans le frontispice gravé du titre, au-dessous des amours armés d'arcs et de flèches, au-dessus de la tête laurée d'Apollon, les 4 chiffres de la date fatidique 1789. Le contraste entre ces muses, les guirlandes de fleurs, les souriants petits amours et les idées moins roses qu'évoquait la date du grand bouleversement, fit ouvrir d'abord ce volume avec une curiosité un peu mélancolique. Le temps était gris et froid, des nuées montaient dans le ciel triste,
et les aigres souffles d'une bise de novembre mêlés de gouttes de pluie, fouettaient le visage des passants et les couvercles des boîtes à livres. Fallait-il pour 12 sous laisser grelotter les innocents amours de cet almanach des muses, dernière fleur éclose jadis au bord du précipice? Pouvait-on les laisser sous l'ondée menaçante fondre et périr définitivement? Peut-être. L'achat sentimental du pauvre petit bouquin fut donc une bonne action, une espèce de sauvetage, et vraiment le sauveteur n'eut pas à le regretter, malgré les apparences, quand il examina l'objet au coin de la cheminée. L'habit, ou plutôt ce qui restait de l'habit de ce volume, montrait la corde. Le dos, recouvert encore par place d'un papier à fleurs bleues, laissait passer et pendre les ficelles du brochage. Les feuillets de garde n'existaient plus, et les coins de pages usés et jaunis se roulaient et se recroquevillaient lamentablement, et cependant, sous son désastreux aspect de personne distinguée tombée dans le malheur, ce dernier représentant des muses gracieuses d'avant le cataclysme, conservait quelque chose de particulier et de point banal. Il avait vécu, il avait été lu, feuilleté, il était l'ultime sourire d'une société heureuse sur qui tout à coup les catastrophes allaient tomber. Sans doute, mais en plus de cela, cette épave des coquetteries de jadis gardait un air discret et presque mystérieux de livre qui aurait conservé le culte de son secret. À Madame la Comtesse de F., qui venait de jouer de la harpe. Tout d'abord, d'une sorte de sachet fait de 2 pages légèrement collées sur les marges et ouvertes avec précaution, un ruban déteint, fané, décoloré, un ruban dont on aurait pu difficilement discerner la couleur primitive, rose ou violette, et 2 cheveux longs, fins et blonds, avaient glissé. Trouver un ruban, une fleur ou même une tresse de cheveux dans un vieux livre, cela n'a rien de bien rare. Ce fut sans doute la date de l'almanach 1789, qui fit regarder un instant avec émotion par le furteur, et ensuite replacer dans le sachet, où ils étaient restés pressés pendant tant d'années, ses cheveux et ce ruban fané. Sophie, abandonnée. Mais en feuilletant le livre avec un intérêt déjà vaguement éveillé, des annotations au crayon apparurent de page en page, des renvois sautant aux yeux, des vers soulignés qui semblaient se répondre. En suivant avec ordre les indications crayonnées, page 159, ou voir réponse page 28, en sautant d'une épigramme du chevalier de paix, contre un auteur qui avoit fait supprimer des écrits où il étoit maltraité, à un impromptu de M. Marmontel, secrétaire perpétuel de l'Académie française, à Madame la Comtesse de F., qui venait de jouer de la harpe, en passant d'une ode anacréontique de M. le comte d'Aguilar, capitaine au régiment Royal Pologne Cavalerie, à Sophie abandonnée, chanson, par M. Carnot, capitaine au corps royal du génie, de l'Académie de Dijon, à travers les 200 pièces plus ou moins gracieusement rimées de ce recueil aimé des classes versifiantes, bourgeoisie lettrée ou aristocratie pinçant de la petite lyre, peu à peu, l'ensemble des vers soulignés parut constituer une sorte de dialogue entre 2 lecteurs, ou plutôt, entre un lecteur et une lectrice qui se repassaient le livre l'un à l'autre et causaient avec une certaine animation d'abord, puis plus doucement, par l'organe des poètes de l'almanach, en empruntant sans façon la lyre de M. de Florian, de l'Académie française, celle du petit vieillard, de la baronne de Bourdic ou de M. de Cubières, écuyer de Madame la Comtesse d'Artois, auteur de la pièce qui clôt l'almanach de 1789, un petit poème intitulé Les États généraux de Citer, et commençant ainsi. Les bergers n'allaient plus sur les vertes fougères célébrer les appas de leurs jeunes bergères. Les plaisirs et les jeux n'habitaient plus les champs. Hélas, ils allaient avoir bien autre chose à faire, les bons bergers, ils allaient avoir à prendre le fusil pour les lever en masse prochaine, et les jeunes bergères pouvaient se préparer à pleurer. La méthode est une belle chose. Avec un peu de patience, en remontant de réponse en réponse, grâce aux indications, voire page temps, les premières phrases du dialogue furent retrouvées, et elles fournissaient une indication bien précise sur la qualité des dialogueurs et leur état d'esprit. La conversation s'ouvrait ainsi. Après un long éloignement.
Votre présence fortunée me rend ici l'enchantement. En marge de ces vers, annotation d'une main féminine, réponse page 80. La page trouvée, réponse de la bergère au berger. Plein d'inconstance et de légèreté, et ils se lassent bientôt de la même bergère. Leur amour n'est que vanité. À peine sont-ils sûrs de plaire qu'ils vont porter ailleurs leur infidélité. Oh! Oh, pas le moindre doute, c'est une dispute, une vive et jolie querelle d'amour, dont l'écho endormi se réveille après 100 ans écoulés, alors que les disputeurs sont depuis longtemps redevenus poussière. Pauvres amoureux d'autrefois, prêtons une indiscrète mais sympathique oreille aux reproches, aux protestations, aux transports rimés, qu'ils empruntent aux poètes de l'Almanach des Muses. 2. Dans un espace blanc, sous la liste des fêtes mobiles pour l'an 1789, 2 lignes écrites d'une encre jaunie à peine visible maintenant, tombant sous les yeux du furteur, éclairèrent tout à coup la scène, et permirent de placer les personnages devinés dans un cadre connu. S2L, Château des Ilettes à Beauval. Et plus bas, d'une autre écriture. Pornic, 1793. Les Ilettes. Beauval, 2 noms familiers. Le dernier n'évoque d'abord que l'idée d'une vulgaire ville de fabrique à quelques 30 lieues de Paris, une ville de noires usines, de cheminées de briques crachant dans le ciel bleu des tourbillons de fumée sale, une petite ville jadis riante et gaie, parée d'un manteau de verdure et traversée par une petite rivière qui se contentait alors de faire tourner, en les lutinant au passage, les roues d'innocents moulins à farine, aujourd'hui pauvre petite ville noircie, bruyante, respirant l'huile chaude et le charbon de terre, vouée au dur travail, secouée par les courroies de transmission, les chaudières, les pistons, haletant sous les griffes de fer du monstre moderne industrie. Mais Beauval, le Beauval de jadis, fut une douce ville se laissant vivre joyeusement au soleil, et le château des Ilettes, à 2 kilomètres du centre usinier d'aujourd'hui, garda jusqu'en ces dernières années, avant le morcelage et le lotissement de son grand parc, son caractère de petit château ex-vieil siècle, réunissant à la fois, dans un cadre de charmilles et de jardins, l'idéal de Boucher et celui de Rousseau. Voici les Ilettes de jadis, les Ilettes d'il y a quelques années encore. À l'extrémité d'une avenue d'ormes chenus, un pont jeté sur un bras de petite rivière qui coule lentement sous les roseaux, les grandes herbes et les plaques jaunes des nénuphars, et au bout du pont, une vieille grille de fer d'un dessin rococo, flanquée de 2 énormes masses vertes, qui sont les ruines de 2 grands vases de pierre disparaissant sous un fouillis de lierre, de ronces et de plantes folles, grimpant jusque-là du lit de la rivière. Le pont manque un peu de solidité, mais ses lézardes sont masquées par des lianes, qui brodent de verdure le parapet branlant. Du côté du parc, une terrasse également lézardée trempant dans l'eau montre une ligne de balustres un peu ébréchés, avec d'autres boules vertes qui furent des vases décoratifs, et de vieilles charmilles, devenues un inextricable enchevêtrement de vignes vierges, de clématites, de chèvrefeuilles, d'aristoloches. Cette terrasse s'arrête à quelques 25 mètres, pour laisser passer un autre bras de la rivière qui court dans le parc, dessine des méandres capricieux à travers une prairie, passe sous des ponts rustiques, et forme de petites îles gracieuses, les Ilettes, qui ont donné le nom au château. L'une de ces Ilettes montrait, sortant d'un taillis bien peigné, un petit édicule ionique baptisé le Temple de la Nature, qui formait le pendant d'une vieille petite chapelle toute neuve, d'un faux style gothique, appelé l'Ermitage de la Tendre Héloïse. Dans une 3e île plus petite, au sommet d'une grotte de rocailles, un petit Cupidon, inscrivant le mot amour sur un cippe de marbre encadré de lierre, complétait l'ensemble, la nature, la religion, l'amour. En ces dernières années, il ne restait plus de Cupidon qu'une jambe verdie par la mousse, mais l'inscription était encore visible, ou plutôt les inscriptions, car à un certain moment l'inscription amour fut grattée et remplacée par philosophie, laquelle ne triompha pas longtemps, car depuis 93 sans doute, le pauvre Cupidon, sans culotte inconscient, inscrivait gravement sur son cippe le mot civisme.
Le château s'aperçoit derrière une rangée d'ifs taillés. C'est une très simple bâtisse, une longue façade sans profondeur, avec un pavillon central à fronton, et 2 pavillons d'angle un peu en avant-corps, décorés de pilastres entre les hautes fenêtres à petits carreaux. Un seul étage en grande partie mansardé, et prenant une bonne partie des combles. En arrivant par le pont, on aperçoit à travers le vitrage de la porte, les verdures du parc de l'autre côté. Et le soir, quand derrière les massifs arrondis, derrière les peupliers des prés, le soleil se couche, le château paraît transparent et illuminé du haut en bas. Il redevient presque jeune, presque gai, et perd pour un instant son aspect de maison oubliée languissant dans les mélancolies de la vieillesse. Voici le cadre. Fermons un instant les yeux, et reportons-nous à 100 ans en arrière, quand tout cela était jeune, les ifs, les charmilles et le château, alors que cet almanach des muses, dans toute la fraîcheur de son papier, était lu sous ses ombrages par de jolis yeux, et manié par de gracieuses mains serties de dentelle. Les personnages, on les devine, on les voit. Ce fut par un bel après-midi d'été, en juillet, peut-être le 14, un mardi consacré dans le calendrier, plaisanterie du hasard, à Saint-Bonaventure, sous cette charmille à présent vermoulue, que commença le dialogue à coups de versiculets entre elle et lui. L'Almanach des Muses, 1789. Ils sont là tous les deux, elle allongée languissamment sur le banc de bois, le col, légèrement décolleté, caressé par de petits éclats de soleil, et chatouillé par des bouquets de chèvrefeuilles, lui assis à quelque distance, l'air nerveux, et tapotant d'une main distraite sur la table du jardin peinte en vert tendre. Piqué par l'ironie des reproches sans doute mérités, ceux-là seuls qui touchent, il a pris l'Almanach des Muses, et cherchant une réponse, il n'a trouvé à souligner que ces 2 pauvres vers d'un quatrain de monsieur le marquis de Fulvie. Ce doit être un bien triste vœu. Que le vœu de plaisanterie, Contre cette accusation de gaieté, elle, secouant tristement la tête, a tout aussitôt protesté par ce vers pris dans une pièce du petit vieillard, adressé à monsieur, qui me fait oie compliment sur ma prétendue gaieté. Je n'ai de la gaieté que comme on a la fièvre. Et elle s'est levée d'un air de fierté offensée, et elle est rentrée au château, tandis que lui restait sous la charmille, le sourcil froncé, plus nerveux qu'avant, et continuant machinalement à feuilleter l'Almanach des Muses. Mais ne pourrait-on trouver les noms de ces amoureux disputeurs, compléter au moins les initiales S de L? Voici sur le département où se trouve le centre usinier Beauval, un volume de recherche historique, des mélanges d'histoire locale. Feuilletons ces mélanges. Les îlettes sous Beauval, des fragments de poterie, des armes, des médailles de l'époque gallo-romaine, prouvent que les Romains ont eu un établissement sur le territoire bordé par. Passons. Villa mérovingienne, simple rendez-vous de chasse sous Charlemagne, les îlettes furent ensuite fiefs dépendant de l'abbaye de. Le château fort élevé au roi siècle par les sires de Beauval, après avoir souffert 5 ou 6 sièges, sacs ou incendies, tombait en ruine au siècle dernier, lorsque le dernier des Beauval vendit sa terre à monsieur de Ligneul, un aimable homme, philosophe épicurien et quelque peu poète léger à la boufflée, qui s'empressa de jeter bas les restes du donjon pour construire le château actuel, et créer dans les prairies jusqu'alors marécageuses, le joli parc des îlettes. Monsieur de Ligneul eut l'esprit de mourir d'apoplexie au commencement de 1789, juste au moment où ses douces habitudes eussent été fortement gênées par les circonstances. Il laissait peu de fortune. Les îlettes échurent à une nièce, mademoiselle Sylvie de Ligneul, qui épousa peu après monsieur de Coudray, officier dans Bourgogne cavalerie. Restons en là, elle, c'est Sylvie de Ligneul, et lui, c'est le jeune officier de Bourgogne cavalerie. 3. Monsieur de Coudray quitte la charmille à son tour, laissant bien en vue sur la table l'Almanach des Muses ouvert à la page 127, où se trouve le tendre distique suivant. Oh! Puise dans tes yeux une larme roulée, qui brillera d'amour, et n'osera couler. Il est parti.
Il s'égare mélancoliquement dans le parc et baisse la tête, en passant devant le triomphant Cupidon du temple de l'amour. Le Bourgogne cavalerie est bien ému. Se peut-il, fier dragon, qu'un simple trait de l'archer malin vous désarçonne ainsi, et vous mette aussi complètement l'âme à l'envers? Il revient le cœur troublé vers la charmille, et sursaute en trouvant Sylvie en train de crayonner la réponse. Vous qui vantez l'amour fidèle. Cœur sensible et généreux. Venez admirer le modèle d'un amour tendre et malheureux. Et le dialogue reprend. J'eus beau fuir, j'emportais le trait qui me déchire. Répond Monsieur de Coudray, avouant ainsi des torts dont nous ne connaissons pas le détail, mais qui sans doute ne parurent pas inexpiables, car Sylvie s'attendrit bien vite, et elle souligne dans Sophie abandonnée, chanson de Monsieur Carnot, capitaine au corps royal du génie, les 2 vers suivants. Loin de ta fidèle Sophie. En vain, ingrat, tu cherches le bonheur. Et de Coudray te s'écriait bien vite. Et si tu l'aimas une fois, tu ne pourras plus aimer qu'elle. Mais Sylvie soupire encore, un reste de tristesse au cœur. Ah, peut-on être heureux lorsqu'on est infidèle? Bourgogne cavalerie s'aventure alors, du moins il est permis de le supposer, à presser la main de Sylvie, à baiser tendrement cette main qui s'abandonne. Il croit avoir ville prise, et il lui montre souligner ce vers, commençant une petite pièce fort médiocre. Je sais aimer, vous savez plaire. Fausse manœuvre. Cette fadeur a soudain refroidi Sylvie, qui riposte par ces 2 vers légèrement modifiés au crayon, une véritable douche d'eau froide, pour le madrigalisant officier. Non, c'est là dont perd droit et son temps et sa peine. Ses plus longues amours vont jusqu'à la 8e. Bourgogne cavalerie repart en guerre. Tu fuis l'amour, belle Témire. On n'échappe point à ses fers. Mais Sylvie secoue la tête d'un air désenchanté. Elle se souvient d'une trahison, la pauvre Sylvie, et d'une ligne légèrement tremblée, elle souligne ses vers. À l'amitié, tu fis verser des larmes. Et gémir tendrement l'amour. Lui. De grâce, laisse-moi le tourment qui m'accable. Oh! Ton sensible cœur me reste impitoyable. Aux mortelles langueurs d'un incurable amour. Laisse-moi me livrer jusqu'à mon dernier jour. Elle. De ses destins l'homme se plaint sans cesse. Lui. Falloit-il l'adorer, et la fuir pour toujours? Et vois-je échapper au feu qui me dévore? Ses attraits, sa douceur, ses précoces talents. Et sa voix si touchante, et ses regards brûlants. Bourgogne cavalerie s'emballe. C'est lui qui devient brûlant. Elle essaye de glisser encore un mot ironique. De tout revers prompt à te consoler. Évidemment, sur ce mot, elle s'est levée pour quitter la charmille. Peut-être quelque amie en villégiature aux Ilettes, quelque parente, quelque petite comtesse ou marquisette, est-elle venue déranger le duo poétique par son babillage, ou bien peut-être tout simplement le soir venait-il, le soleil commençant à baisser derrière les collines, une brise plus fraîche agitait les hautes branches des arbres du parc et ridait les eaux de la petite rivière au pied de la terrasse. Plus de libellules, elle s'était cachée sous les grandes feuilles. Il fallait rentrer aussi, Sylvie regagne le château. Dans le grand salon aux boiseries blanches, à trumeaux et dessus de portes ornées de pastorales galantes à la bouchée, Sylvie, songeant toujours à l'almanach des muses, suit d'une oreille distraite la conversation. Il y a là quelques personnes, des amis de feu Monsieur de Lignol, l'oncle épicurien de qui l'ombre tranquille plane encore sur les Ilettes, sa création. Une dame plaisante légèrement Monsieur de Coudray qui vient de rentrer et qu'elle appelle le dragon transi, car il lui paraît avoir perdu depuis peu ses allures cavalières de Don Juan de Garnison. 2 gentilshommes campagnards causent chasse et chevaux. Une petite baronne, parisienne très élégante, en veste de gourgouran rose, avec très large ceinture coquelicot, coiffée de cadenettes et d'un très long catogan, tout à fait un debut court, explique à 2 provinciales à toilette un peu arriérée, les beautés de la mode nouvelle,
les redingotes jaunes, citron à 2 ou 3 collets, les caracos, les négligés et les demi-négligés, les nouveaux chapeaux en bateau renversé, ou aux 3 ordres, lorsqu'un parent de Sylvie, un gros homme fleuri, à ventre de financier, un aimable vivant comme... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.